Ah, merci. On est pile à l'heure, c'est ça? Oui, pile. Donc avant de commencer, je voudrais savoir qui d'entre vous a déjà vécu des POC très prometteurs en innovation mais qui ne sont pas passés à l'échelle. Juste à main levée. Ça fait du monde. Bah, pour ceux qui ont levé la main, c'est sûr, vous êtes au bon endroit. Parce qu'on va décrypter tout ça aujourd'hui. Donc, le point commun, effectivement, de nous quatre sur scène aujourd'hui, c'est qu'on fait partie du même GT, au sein de l'IMA, voilà, donc, qui s'appelle Innover, c'est bien, transformer, c'est mieux. Comment passer du POC au déploiement des innovations? Et peut-être avant de se présenter chacun, donc François, tu m'as déjà présenté, mais avant de dire un mot sur vous, juste quelques mots sur la raison d'être de ce GT. Donc l'idée m'est venue début 2025 quand j'étais encore à l'innovation, donc adjointe au directeur innovation chez Natran. Et j'avais vraiment envie d'échanger avec des pairs autour de ce problème que toutes les entreprises ont en innovation, sauf si on dit le contraire. On va vous écouter aussi, c'est qu'on a beaucoup de POC en innovation, il y en a très peu ou peu qui arrivent à apporter de la valeur sur le terrain et pour l'entreprise. Donc j'ai profité du réseau de l'IMA, j'ai posté ma proposition de GT sur le forum, donc ça, voilà, c'est vraiment très riche comme réseau, donc on a pu avoir les retours de mes collègues et puis d'autres qui ont participé, donc c'est comme ça qu'on a constitué notre GT, on a travaillé ensemble. Alors en termes d'approche, on a voulu faire quelque chose de très pragmatique, c'est-à-dire tirer des enseignements concrets, mais pas issus de l'état de l'art, mais plutôt de ce qu'on a vécu, nous, au sein de nos entreprises en termes de Rex Innovation et aussi de vos Rex, parce qu'on a envoyé un sondage auprès des membres de l'IMA et effectivement, on va restituer tout ça aujourd'hui, une synthèse de nos Rex à nous et de vos Rex, de ce sondage-là. Et puis, on aimerait aussi vous écouter, alors à la fois poser des questions, mais aussi nous partager vos feedbacks pour que ça soit le plus riche possible. Voilà, donc je me présente, donc Camille Garassu-Boucher, effectivement, direction des actifs industriels de Natran. Donc je suis en charge avec deux autres directions d'un grand programme de transformation digitale qui est centré sur la refonte de processus métiers. Bonjour à toutes et à tous, je suis particulièrement ravi d'être avec vous. Je m'appelle Damien Heiss et je suis en charge de l'innovation corporate à la direction stratégie et innovation de Frebato. Vous m'entendez? Ouais. Bonjour à tous, Sarah Ascao. Donc moi je suis en charge de l'innovation et de l'intelligence artificielle pour le groupe Apple. Bonjour à toutes et tous, je suis Rémi Monod et je suis directeur de l'innovation digitale dans le groupe Access. Voilà, donc sans transition, donc on va vous parler, je jongle avec mon celui-là. Donc on va vous restituer donc, les retours de ce sondage. Donc vous étiez nombreux à répondre, c'est près de 20% des membres de l'IMA, donc ce qui est très bien. Et donc le premier constat, tout va bien au niveau des idées d'innovation. On en a beaucoup d'idées d'innovation. On vous a posé la question sur vos stratégies d'innovation, donc 70% d'entre vous, vous innovez pour le cœur de métier. Et ce qui est intéressant aussi, la répartition incrémentale, quand j'appelle nouveaux usages, c'est vraiment l'innovation exploratoire de rupture nouveaux usages, donc c'est assez équilibré. Donc 60% d'entre vous qui innovent pour les deux. En termes de gouvernance, à 3/4 d'entre vous, vous travaillez dans un mode plutôt hybride, donc centrale et innovation métier. Je vais suivre. Le deuxième constat, toujours positif, sans surprise jusque-là, c'est que le POC, c'est vraiment le terrain de jeu de l'innovation. Donc, on réalise beaucoup de POC et notamment, on vous a posé la question sur quoi vous POCez le plus dans vos entreprises. Donc, pour les usages et les clients, à 84%, des innovations ou des POC plutôt poussées par la techno ou l'IA en deuxième position. Et donc, justement, on dit que dans cette phase-là, on va tester si techniquement le POC, l'innovation fonctionne, mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se poser la question de la valeur de l'innovation, dans ce qu'on peut appeler la POC, ou Proof of Value? Je ne vais pas répondre là, je pense qu'on va pouvoir en débattre tout à l'heure. Donc, on vous a aussi posé la question, donc voilà, le premier tournant, c'est vraiment l'industrialisation. Donc, on vous a demandé, sur la base de vos REX très concrets, c'est bon?
Donc, on vous a demandé, sur la base de vraiment vos risques d'innovation très concrets, quels sont vraiment les leviers principaux qui permettent aux innovations d'être industrialisées. Et donc, 3/4 d'entre vous, vous parlez du sponsorship, et pas n'importe lequel, c'est vraiment un sponsorship pour des top management. Et aussi, un deuxième élément qui est peut-être très lié, certainement, c'est l'alignement avec la stratégie d'entreprise. Et après, il y a 1 sur 2 qui a considéré que le fait d'avoir déjà des résultats mesurables dès le stade de POC, ça permet d'encourager l'industrialisation. Côté freins, on retrouve plutôt des freins organisationnels et culturels, coordination complexe entre les métiers, résistance culturelle ou une intégration technique assez complexe. Merci. Alors, on vous a posé la question de comment vos entreprises décident de scaler, de passer à l'échelle. Quels sont les critères principaux? Alors, donc déjà, ce qui est bien, c'est que vous formalisez quasiment tous. Vous avez un processus go-no-go formalisé, ce qui est quand même important, déjà de savoir sur quelle base on décide objectivement de passer à l'échelle. Et ce qui ressort, c'est peut-être pas surprenant, mais je trouve que c'est bien de se le dire, c'est que le critère dominant de passage à l'échelle, c'est vraiment le ROI court terme. Donc, il est vrai que des fois, on peut avoir l'impression que l'innovation devrait être un peu différente par rapport aux autres métiers. Là, en tout cas, le sondage dit que vous dites qu'effectivement, c'est un critère, c'est le premier critère, c'est le ROI à court terme. Après, peut-être ce qu'on peut déplorer, c'est que l'impact RSE, donc l'impact global dans vos organisations d'une innovation, il est marginal en termes de critères de choix. Donc, 14% d'entre vous qui le prennent en compte. Donc on voit bien que finalement le déploiement se fait sur des chiffres, sur des KPI très concrets, mais est-ce que la vraie valeur, c'est pas ailleurs, c'est pas dans l'adoption? À voir. Un slide un peu qui synthétise, donc on vous a posé la question s'il fallait nous synthétiser à partir de toutes vos innovations, toute votre expérience, ce qui fonctionne vraiment pour le passage à l'échelle, donc c'est vraiment une observation globale. Vous dites à 90% que c'est l'implication des métiers dès l'expérimentation. Donc 90%, voilà, c'est très important. Le sponsor engagé, bien évidemment, ça revient. Et puis, le fait d'avoir un budget, de prévoir un budget pour l'industrialisation, c'est très important. Donc en fait, ce qu'on se rend compte ici, c'est que finalement, pour réussir, les conditions nécessaires pour réussir un déploiement se jouent très en amont, bien en amont du POC. Voilà, donc je continue très vite. Donc, effectivement, quand l'innovation est déployée, elle apporte des vrais résultats, ce que vous dites, des gains opérationnels, des nouveaux revenus, et puis l'image de l'employeur qui se trouve renforcée. En fait, quand elle est déployée, elle est vraiment transformante, l'innovation, parce que ça vous aide ça fait modifier les méthodes de travail, ça agit sur les soft skills, les compétences. On a travaillé d'ailleurs sur Natran sur cet aspect-là. Et donc, effectivement, l'innovation est transformante. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on vous a demandé quelle est selon vous la méthode ou les méthodes qui sont très efficaces pour aider le passage à l'échelle. Et en fait, il y a un grand gagnant, c'est le design thinking, selon vous. Peut-être parce que dans le design thinking, c'est vraiment l'utilisateur qui est au centre. Voilà, à débattre également. Donc voilà, donc beaucoup de valeur qui est créée quand l'innovation est déployée. Maintenant, il faut la mesurer aussi. Donc une conclusion très rapide, parce que je pense que je vais laisser la parole à mes collègues. On a synthétisé un peu nos recommandations, mais c'est une synthèse de tout ce qu'on a dit. C'est une gouvernance pour réussir effectivement le passage à l'échelle, s'il faut avoir une gouvernance robuste du POC au déploiement, anticiper le budget, copiloter innovation et métier de bout en bout, renforcer la conduite du changement, disposer de quelques KPI mais qui soient vraiment efficaces. On mesure l'adoption, la valeur, l'impact éventuellement. Et peut-être le dernier, je ne sais pas s'il est vraiment, vous le direz, si vous l'utilisez souvent dans vos organisations, mais des fois il est oublié, il est important, c'est de documenter les REX pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc on va voir maintenant, on a la parole à mes collègues qui vont illustrer, donc ça c'est vraiment vos retours d'expérience suite au sondage. Je peux prendre la main si tu veux. Et donc là on va voir des REX concrets terrain de 3 organisations, dont mes collègues qui m'ont accompagné dans ce GT, donc Framatome, APAV et Accent. Et donc je vais te demander, Damien, donc toi tu vas nous parler de Framatome et comment un problème
industriel, très concret, très important, c'est transformé en une innovation scalable. Oui, exactement. En fait, l'histoire que je vais vous raconter a commencé en février 2022. Emmanuel Macron fait le discours à Belfort sur la relance du nucléaire, le lancement de 6 nouveaux EPR2 plus 8 optionnels. Parallèlement à ça, la COP28, les participants à la COP28 signent ensemble une volonté de triplement des capacités du nucléaire à travers le monde. Et Framatome, en tant que chaudiériste, équipementier fournissant les composants nucléaires, est clairement impliqué et engagé sur le fait de délivrer ces programmes extrêmement ambitieux. À l'occasion d'un roadshow innovation que nous, Innovation Corporate, on mène régulièrement dans les usines pour aller capter les besoins, aller capter les irritants, on a identifié un sujet lié à l'agrandissement des capacités de l'usine de Saint-Marcel, qui devait complètement se transformer pour répondre aux enjeux que j'évoquais précédemment. Et c'est dans ce contexte-là que s'est inscrit cette innovation, et si vous voulez, je peux vous en dire un peu plus. Oui, donc est-ce que tu peux peut-être nous synthétiser un peu pour toi les 3 ingrédients clés qui ont fait qu'elle a été réussie, qu'elle a été déployée, cette innovation? Il y a 3 ingrédients majeurs. Le premier que tu as évoqué dans la restitution, c'est l'alignement stratégique. Nous, en tant que fonction corporate, on a fait un travail en amont extrêmement important qui vise à définir quelles sont les priorités stratégiques de l'innovation chez Framatome. Ça se concrétise par 6 axes clés et par une quarantaine de thèmes qui permettent en fait de guider les porteurs de projets et en fait de définir véritablement les priorités d'innovation. Et à partir du moment où ce travail amont est fait, la question du sponsorship que tu évoquais tout à l'heure et la question de l'onboarding du management ne se pose même plus, puisque le travail en amont sur l'alignement stratégique est défini, il n'y a même plus de discussion, est-ce que c'est prioritaire ou pas? Oui, c'est prioritaire. Et là, en l'occurrence, le sujet en question qui répond à 2 de ces axes stratégiques qui sont 1, la sécurité et la sûreté des opérateurs, et 2, la réduction de lead time dans la fourniture des équipements, était complètement aligné par rapport à ces priorités. Le deuxième élément, c'est un élément qui me paraît humain. On parle beaucoup de méthodes, on parle beaucoup d'outils, on parle beaucoup de ROI, mais je voudrais insister sur un élément humain que je résume en 3 mots qui sont l'anticipation, l'engagement et l'empathie. L'anticipation, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on parle d'industrialisation, de déploiement d'innovation, on est en permanence dans l'obligation d'anticiper l'étape d'après et de ne pas attendre d'avoir fini le proof of value, je préfère parler de proof of value que de POC, je l'évoquerai tout à l'heure pourquoi, pour se dire, tiens, est-ce qu'on a besoin d'un budget, tiens, est-ce qu'on a besoin des ressources? On est en permanence dans l'obligation d'anticiper. Le deuxième élément, l'engagement. Quand on travaille avec les métiers, et c'est indispensable de travailler avec les métiers, sinon on n'est pas dans l'ancrage, on est dans des innovations qui ne sont pas ancrées dans le terrain, on est obligé à la fois, nous, fonctions corporate, et à la fois avec les métiers, avec les fonctions support, qui sont l'IT, le juridique, les RH, on est en permanence dans une obligation d'engagement pour converger ensemble sur un objectif commun, et cet objectif commun, on le définit tous ensemble, et là aussi c'est une mission, nous, fonction corporate, c'est définir la vision, le why, pourquoi on veut déployer cette innovation. Et puis le troisième élément, c'est l'empathie. Pourquoi? Parce que l'exemple que je vous apporte, c'est un exemple qu'on a réussi d'open innovation, et dans une usine, ce qui est, je pense, la face nord de l'Everest. Et pourquoi empathie? C'est parce que nous, grands groupes industriels, on est en permanence dans l'obligation de se mettre à la place de la structure, de la petite structure avec laquelle on va accompagner. Là, en l'occurrence, le partenaire avec qui on travaillait, Solvik, est un partenaire finlandais. C'est pas une start-up, mais c'est une petite structure qui fait quelques dizaines de millions d'euros, qui a été extrêmement flexible. Et si on ne fait pas cet acte d'empathie, de se mettre à la place d'eux pour comprendre quelles sont les exigences de chacun, mais à la fois du côté de Solvik, mais à la fois de l'autre côté, on a tous les éléments pour ne pas réussir. Et à quel moment précis tu t'es dit, ce projet, oui, il est vraiment industrialisé? Qu'est-ce qui fait qu'un projet est industrialisé? Je propose de passer, là c'est le slide. En fait, c'est à partir du moment où on mesure l'impact. C'est-à-dire à partir du moment où on a des chiffres précis qui permettent de mesurer pourquoi cette innovation fonctionne. En l'occurrence, la solution qu'on a mis en place, c'est quoi? C'est ce que vous voyez ici. Ce sont des coussins d'air qui permettent de transporter
des composants. Là ici vous voyez un générateur de vapeur, c'est un composant qui fait 24 mètres de haut, 5 mètres de diamètre, 380 tonnes. Et ce composant-là, en fait, il est en moving line dans l'usine de Saint-Marcel, c'est-à-dire qu'il suit les différentes étapes de l'opérateur. Jusqu'à présent, ce composant, il était transporté par des ponts roulants, c'est-à-dire qu'il est transporté en hauteur. À partir du moment où vous transportez en hauteur, il y a des risques d'accident. Vous savez que la manutention, les levages, représentent la deuxième cause d'accident à travers le monde après le trajet domicile-travail. En mettant en place cette solution-là, on évite 300 levages de composants par an. C'est-à-dire qu'on a un impact direct sur la sécurité. Et là, cet impact, ce n'est pas un impact de ROI, c'est un impact de vie humaine. Le deuxième élément, c'est un élément financier. En ayant opéré l'extension de l'usine de Saint-Marcel, en fait, on a fait fi de l'installation de nouveaux ponts roulants qui nécessitent des infrastructures en termes de génie civil qui sont énormes. Et ça a permis d'apporter des économies en termes de capex de 7 millions d'euros sur le projet d'agrandissement de l'usine. Et là, tout de suite, le ROI, il est même plus discutable. Et puis le troisième élément, c'est un élément de lead time. En utilisant cette solution, en fait, on répond à des objectifs de réduction de 7,6 jours de réduction de lead time par générateur de vapeur, ce qui est complètement énorme par rapport aux enjeux que l'on a de délivrer les programmes en temps et en heure. Merci beaucoup. Peut-être on va passer maintenant aux échecs apprenants. Et Sarah, avant peut-être que je te laisserai te présenter et nous parler effectivement d'une innovation qui avait tout pour réussir, sauf un ingrédient. Oui, merci Camélia. Alors peut-être je peux dire deux mots sur APAV pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc APAV, on est un groupe international, on fait de la maîtrise des risques, donc beaucoup d'inspections réglementaires ou non réglementaires, de la certification, de la formation. On est présent dans une soixantaine de pays. Donc moi, oui, je vais vous parler d'un échec. Je trouve que c'est intéressant aussi dans cette communauté qu'on partage les tops et les flops. Et en même temps, en préparant cette intervention, je me suis rendu compte que c'était un échec, mais que finalement, on avait découvert d'autres opportunités en échouant. Bon, pour ceux que ça intéresse, c'est une petite vidéo, on ne pourra pas la lancer aujourd'hui, mais elle est sur YouTube, ça illustre le concept. Alors cette innovation, c'est quoi ? Comme j'ai dit, nous, on fait beaucoup d'inspections réglementaires, donc on a des LTO, des License to Operate, donc des accréditations, et donc dans ce cadre-là, on a notamment un certain nombre de supervisions à faire, donc la supervision de dossier, mais aussi la supervision de nos experts. Et donc concrètement, on a, ça vous parle bien, voilà, un plan de supervision annuel, et donc nous avons tout un tas d'experts à travers le monde qui sont superviseurs, donc chargés de ces supervisions, avec plus ou moins de profils pénuriques dans certains domaines, et donc voilà, dans certaines activités, on a vraiment des difficultés en fait à mobiliser nos experts. En tout cas, on préfère les mobiliser chez nos clients que forcément sur cette partie supervision. Et donc, comme vous imaginez, ça nécessite beaucoup en fait de déplacements quand on doit superviser, par exemple, ne serait-ce que sur la zone Europe. Donc la demande initiale en fait est venue de notre direction QSSE et direction technique métier pour voir comment on peut améliorer en fait notre taux de réalisation de ce plan de supervision. Et donc comme souvent, quand on vient voir l'innovation, on arrive avec une solution. J'ai un truc super, j'ai un problème, mais j'ai déjà trouvé la solution, et donc on nous a parlé. Donc c'est un projet qui date un petit peu de 2020-2021, des fameuses lunettes connectées, donc pour faire du remote en disant ça c'est génial pour nos experts. Voilà. La problématique, j'en ai parlé, difficulté à réaliser 100% des supervisions, temps d'expertise et coûts de déplacement associés. Et puis on avait aussi topé dans les réflexions quelques clients, donc sur nos activités laboratoires et ces mesures, qui se déplacent dans nos laboratoires pour superviser en fait les essais que l'on peut faire sur leurs équipements. Mais ce n'était pas le sujet de fond finalement, c'est plutôt un point qui est venu se vérifier en cours d'exploration en fait, dans notre phase exploratoire sur ce sujet. Donc, première erreur, je pense, côté innovation, je prends pour nous, c'est qu'on est allé très vite sur la solution en disant bon c'est simple, problème simple, réponse simple, il y a des outils qui existent, c'est génial, on va tester dans le cadre d'un
POC pour le coup, si technologiquement ces solutions fonctionnent. Donc on a testé 2-3 matériels, en fait, software, hardware, et puis on a fait notre choix. Et sur le papier, c'était super. Justement, parce qu'on a l'impression que tout est parfait, il y a un besoin, il y a une proposition de valeur, il y a une solution. Donc, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas pris Alors, ce qui s'est passé, déjà, comment on l'a constaté, puisqu'on a déployé, en fait, donc c'est une solution qu'on a industrialisée en commençant par la France, et donc on a déployé cette solution avec plusieurs, en fait, paires de lunettes dans chaque agence, sachant qu'on a plus de 130 agences sur le territoire français, ça fait un petit peu de matériel. Et puis, en fait, le matériel n'était pas utilisé par les équipes. Qu'est-ce qui a fait? Alors, plusieurs explications. On a progressé depuis. On a impliqué en fait le métier très tard. Encore une fois, c'est un constat assez bateau, mais je pense que c'est vraiment clé. Tout à l'heure, tu parlais des critères et un peu des conseils et des préconisations qu'on avait. Pour moi, ce sujet embarquement des métiers dès la phase exploratoire, dès vraiment la réflexion, elle est cruciale, indispensable. Enfin, pour moi, c'est vraiment le facteur clé de succès. Et en suivant la partie change management et accompagnement des équipes. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On s'en est rendu compte trop tard, c'est que nos experts, ils sont quand même assez isolés dans leur job. Et donc, la supervision, c'est un super moyen de transmettre son savoir, de partager, de voir des collègues. Donc, c'est un temps un peu privilégié pour eux. Et donc, de dire, je ne vais plus être en contact direct, me déplacer, etc., ça n'a pas pris, quoi. Voilà. Donc, l'adoption ne s'est pas faite. Et donc, si c'était à refaire, au-delà de l'implication des métiers, si tu devais faire différemment, vous auriez fait comment côté innovation? Alors, plusieurs points. Si on avait la possibilité de revenir en arrière, qu'est-ce qu'on ferait? Déjà, on impliquerait les métiers, on irait, donc je parle là de toute l'équipe projet, y compris QSSE, y compris direction technique, sur le terrain, avec nos superviseurs, discuter avec eux, voir comment ça se passe pour eux, et vraiment partir du problème à résoudre et pas se précipiter en fait sur une solution qui nous semble bonne et qui en fait n'est pas pertinente. Voilà. Le côté, alors je peux dire aussi le côté quand même un peu positif de cette histoire, c'est que finalement on a réussi en fait la partie industrialisation, mais sur la dimension externe, donc mise à disposition pour nos clients. Donc finalement on répond à un objectif qu'on n'avait pas identifié au départ. Mais l'intention de départ, l'objectif initial n'est pas atteint. Voilà. Donc implication des métiers, change, et puis on parlait de sponsoring aussi. Je pense qu'on n'a pas assez impliqué en fait nos sponsors. Ils étaient demandeurs, mais être demandeur ne veut pas dire être sponsor. Et c'est vrai on a un peu avancé seul, et c'est ce qui explique en partie. Mais je pense que l'idée du pivot est intéressante aussi en innovation, parce que même si vous avez appris des choses, etc., mais finalement le pivot a fonctionné. Enfin, le pivot, il y a quand même un petit pivot qui a bien marché. Merci Sarah. Donc maintenant, on va échanger avec Rémi. Il va nous partager aussi un cas emblématique, un projet qui était irréprochable du point de vue technique, mais pareil, qui a échoué sur quelque chose, sur l'humain et peut-être la conduite du changement auprès des opérations. Oui, exactement, merci. Alors, tu peux passer là. Merci. Alors, je ne sais pas dans la salle déjà qui connaît la société Axence. Ça peut permettre. D'accord. Alors, c'est normal. Alors, Axence est une ETI française tournée vers l'international. 2300 personnes réparties sur 4 continents. On est spécialisé dans les produits, les technologies, les équipements et les services qui travaillent la molécule. Donc, la molécule, le carbone, principalement. Ces produits, c'est du catalyseur, on verra tout à l'heure, c'est des petites billes magiques qui permettent à la matière de se transformer. Les technologies, c'est des usines, donc c'est un plan d'architecture. Nous, on livre le plan d'architecture et nos clients vont pouvoir les faire construire, les sortir de terre. Les équipements, c'est souvent les équipements propriétaires qui sont autour de ces technologies, des fours, des équipements, des plateaux. Et les services, c'est la prévente, notamment via les services digitaux d'assistance technique. Alors, on se positionne sur le marché de la mobilité, de la chimie, des matériaux, au travers la production de bases chimiques, au travers de la production de carburant. Et notre métier, c'est de fournir les bases technologiques à des opérateurs, type Total, etc., tous les producteurs de carburant à partir d'huile. Donc aujourd'hui, notre ambition, c'est de réduire le bilan carbone, le nôtre, celui de nos clients, et enfin celui des clients de nos clients, la mobilité. Donc on le fait aujourd'hui via une transition. Donc l'innovation, elle est au cœur de tout ça. C'est ça qui va nous permettre effectivement d'évoluer, de transitionner.
À court terme, on va plutôt effectivement remplacer des bases de pétrole et gaz par des bases lignocellulosiques, donc tout ce qui est la biomasse, ou du recyclage de plastique. Donc ça, c'est notre métier. Alors, je vais vous parler, on va se mettre dans le siège du porteur de projet d'innovation digitale. Donc moi, je suis directeur d'innovation digitale, et je dois montrer la pertinence de technologies digitales auprès de mes métiers afin qu'ils puissent imaginer comment ils pourront en tirer une survaleur par rapport à l'existant. Donc ça fait un petit peu compliqué, mais c'est vraiment ça. Donc on a un jour, issu des usines, donc le terrain, donc super parce que ça émerge du terrain. Et pour nous, l'usine, c'est du concret. Et on a sur notre chaîne de production, vous voyez les petites billes de catalyseur, vous vous demandiez ce que c'était, ça ressemble à des petites billes d'engrais, les fameuses billes magiques. Notre problématique, c'est sur une chaîne de production de ces catalyseurs, de ces billes magiques, comment fiabiliser la production. On a des enjeux de fiabilité, de tenue, de qualité et d'instabilité du processus de fabrication. Ce processus de fabrication, sa stabilité dépend beaucoup de la taille de ces billes. Donc il faut mesurer la taille de ces billes. Le contexte et le problème, c'est que cette mesure se fait manuellement, il n'y avait pas de capteur concrètement aujourd'hui pour faire ça. Ça se faisait à la main toutes les heures avec une analyse qui dure 15 minutes. Et vu le débit qu'on traite, c'était un retard conséquent. À partir de cette mesure, la difficulté, c'est d'ajuster en temps réel, puisque toutes les heures, c'est pas du temps réel. Et enfin, la variabilité dépend aussi de la manière et de la réaction de l'opérateur. L'opérateur voit le rendu de cette analyse de taille de bille, se dit, bah, je vais dévier, je vais ajuster comme ci. Sauf que d'un opérateur à l'autre, l'approche est différente. Alors l'idée, c'est de se dire, ben, nous, innovation digitale, on a la capacité probablement de créer un capteur numérique, soft sensor, qui va vous permettre de vous donner la mesure granulométrique, donc la taille des molécules par taille, la taille de chaque molécule et la distribution de ces tailles sur le tapis roulant. Et on va le faire grâce à une caméra. Donc une caméra qui regarde la taille des billes, un algorithme qui convertit la mesure vidéo en taille. La deuxième approche, c'est de se dire, vu qu'on a des data scientists, est-ce qu'on ne peut pas convertir cette taille avec un modèle qui permet de corréler la taille avec les paramètres opératoires. Et enfin, si on mettait à disposition un jumeau numérique qui permet automatiquement de gérer et de piloter les variables opératoires pour éviter les déviations. Donc tout match, tout est génial. Le projet se fait, le soft sensor, donc le capteur numérique qu'on crée qui nous donne cette mesure toutes les 2-3 minutes, fonctionne avec des bonnes corrélations. On a une réactivité de 2-3 minutes où on en avait 1 heure, et on met à disposition un super modèle statistique fiable qu'on met clé en main dans un jumeau numérique. Et donc on a un super projet. Donc tout a l'air parfait, mais est-ce qu'il y a pas mal tourné quand même? Tout est super sur le papier. L'usine apporte un cas d'usage, et l'usine, on se dit, c'est le terrain. Bon, la petite différence, c'est que ce qu'on constate quand on a gratté, l'opérateur a une mesure plus fréquente. Il continue d'opérer à la main sur une mesure plus fréquente. Donc il y a une petite amélioration, mais ça continue d'avoir une variabilité d'un opérateur à l'autre. Donc quand on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que l'opérateur n'utilise pas et débranche le jumeau numérique, l'aide assistée à la conduite. Quand on gratte, on comprend que cette chaîne est la chaîne la plus complexe du site à opérer. On comprend que les opérateurs qui sont sur cette chaîne d'opération sont évalués comme étant ceux qui ont le plus de compétences, le plus reconnus pour leur savoir-faire. Et donc nous, en innovation, on était hyper contents, on a apporté la manière de simplifier l'opération. Donc on a détruit la reconnaissance de l'expertise de l'opérateur. Voilà ce qu'on a fait. Donc ça, c'était vraiment un enjeu et un problème qu'on a constaté sur le tard. Et pourquoi on l'a constaté sur le tard? Parce que on n'a pas challengé l'idée, d'accord? La personne qui porte l'idée, elle n'a pas forcément la vue des impacts de l'utilisateur final. De notre tour d'ivoire, on a vu quelqu'un de l'usine nous apporter un cas d'usage, et pour nous, l'usine, ça représente la personne qui va piloter l'unité. Et c'était pas le cas. Et donc, comment ça a modifié, qu'est-ce que vous en avez appris, comment ça a modifié votre stratégie d'innovation digitale chez Accent? L'enjeu, c'était effectivement pas d'apporter de la technologie, c'était pas de... La preuve,
n'était pas de démontrer la faisabilité technique d'avoir un bon modèle, d'avoir une caméra, d'avoir tout ça. L'enjeu, c'était de piloter une chaîne et d'éliminer les non-qualités, d'éliminer les variabilités. C'était ça l'enjeu. Et finalement, ce qu'on a mis maintenant, c'est d'essayer d'évaluer, via la formation des équipes d'innovation digitale au change management, l'évaluation des impacts. La personne qui apporte l'idée n'a pas forcément cartographié les impacts pour les utilisateurs finaux. Et donc le change management nous a offert ça, une méthodologie qui nous permet d'identifier l'impact sur l'utilisateur final de nos innovations. Et le deuxième élément qu'on a modifié, on parlait tout à l'heure de critères. On avait un peu comme tout le monde le ROI, l'alignement stratégique, et on a rajouté finalement une méthodologie qu'on appelle la méthodologie phare. Donc faisabilité, attractivité, rentabilité, on a rajouté un S de sustainability. Et dans le critère d'attractivité, la notion d'adoption, elle est clé. L'innovation, elle n'est pas dans la preuve de démonstration de la faisabilité d'une chose, elle est dans son adoption. C'est l'adoption qui fait le passage à l'échelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on a raté par rapport à l'évaluation des impacts. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a marqué. Et donc effectivement, via ces plans de formation, via ce nouveau critère qu'on met en place, on espère que ça va nous éviter l'écueil qu'on a eu. Maintenant, c'est un parcours, je pense qu'on ne peut pas imaginer qu'on n'aura pas d'autres échecs, parce que c'est là-dessus qu'on apprend, mais en tout cas, on essaye de se mettre ces critères pour aller vers le mieux. Merci beaucoup. Et juste pour aller plus loin vers ce que tu dis, je pense que le change management, je ne sais pas si vous partagez, mais la conduite du changement est d'autant plus importante qu'on développe maintenant des cas d'usage IA, parce que je pense qu'avec l'IA, on va encore peut-être aller encore plus loin, peut-être à remplacer le travail, à faire modifier la façon de travailler des collaborateurs, et ça va être d'autant plus impactant la résistance et la nécessité de faire du change. Je ne sais pas si vous partagez. Oui, absolument, d'autant que on regarde le sujet étroitement sur l'impact de nos métiers, y compris nos métiers à tous là autour de la table. Merci beaucoup. Et maintenant, on aimerait bien vous donner la parole. Donc, on vous a partagé des REX, le sondage aussi auquel vous avez répondu. Est-ce que vous souhaiteriez me partager aussi un top ou un flop, voilà, en innovation La discussion, bonjour, je suis Carole Trivi, je m'occupe de développement et de performance de l'innovation au sein du groupe EDF. Pour rebondir, je suis en phase avec tout ce que j'ai entendu sur les freins, les leviers à l'industrialisation. Moi j'ai peut-être un témoignage qui pourrait lancer une discussion, mais sur un succès qui a failli être un flop. Qu'on a géré au sein du groupe EDF. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'anticipation, et donc je suis totalement en phase. Il y a beaucoup de choses à anticiper pour passer à l'industrialisation, la phase d'industrialisation, et aussi, peut-être qu'on l'a moins entendu, ce qu'il faut anticiper, je crois aussi beaucoup, qu'on a tendance à oublier, c'est les conditions de maintenance dans la durée. La durabilité, de faire en sorte que la solution, elle va être maintenable, durable, donc le maintien dans les conditions opérationnelles. Et ça, si c'est pas anticipé très tôt, l'innovation, elle peut faire flop. Et donc nous, on a eu ce cas au sein d'EDF avec une innovation qui est un simulateur de formation à la radioprotection, donc pour aider pour former tous les salariés et les prestataires qui interviennent dans des centrales nucléaires, donc en milieu potentiellement radioactif, donc anticiper des situations accidentogènes. Donc il faut les préparer, et donc pour ça, évidemment, on ne va pas les faire intervenir dans des milieux radioactifs, mais on utilise des simulateurs. C'est un enjeu très fort, évidemment, de santé et sécurité au sein du groupe. C'est plusieurs milliers de personnes qui sont concernées, salariés et prestataires. Et on avait une équipe qui avait développé un outil de simulation pour la radioprotection et qui s'avérait être assez performant parce que très réaliste et évidemment sans aucun impact sur la santé. Donc ça a commencé à être très utilisé sur nos sites nucléaires, sur les centrales.
C'est une innovation métier qui a remporté 2 challenges internes, innovation dans le groupe, donc vraiment voilà, qui commençait à être très visible et à apporter beaucoup de valeur en termes déjà de santé-sécurité. Et puis, en fait, l'équipe qui a développé ce produit, un jour, nous appelle en disant, en fait, on va devoir arrêter parce que ce produit, on a fait plusieurs POC, on a commencé à le développer sur différents sites, mais en fait, on ne sait pas du tout l'entretenir. On n'a pas ni les ressources humaines, ni financières, ni les compétences pour que le produit, quand il tombe en panne, il y ait quelqu'un qui intervienne, qui puisse le réparer, qui puisse faire les opérations de maintenance qu'il nécessite, etc. Et donc on va devoir arrêter, ce qui était évidemment perte de valeur énorme, parce qu'il y avait eu déjà quand même, ça faisait 1 an et demi que tout le monde travaillait dessus, que plusieurs personnes travaillaient dessus, et que ce produit-là apportait beaucoup de satisfaction auprès des utilisateurs. Pour le coup, il y avait une adoption qui avait été bien travaillée et ça fonctionnait bien. Et donc voilà, on a failli rater à cause de ça. Donc on est, nous, alors direction d'innovation, c'est là aussi où le duo métier, business unit et direction d'innovation, ça se complète bien parce que le métier évidemment a toute l'approche, la connaissance du métier, de la problématique. Nous, on apporte aussi de la méthode, des ouvertures à l'extérieur. Et donc là aussi, on a réussi à craquer ce problème-là en cherchant un partenaire, parce qu'on s'est dit, nous, on n'a pas la compétence en fait de maintenir ce produit, mais on a aussi des équipes qui font de l'open innovation, et donc on a trouvé un partenaire. Donc ça, c'est aussi un autre learning, c'est qu'il ne faut pas se dire que, alors ça c'est un travers, peut-être que toutes les boîtes ne l'ont pas, mais nous chez EDF, c'est une boîte d'ingénieurs, et on pense qu'on sait tout faire nous-mêmes très bien. Et or là, en fait, la meilleure solution, c'était d'aller chercher à l'extérieur une autre entreprise, petite pour le coup, c'était une start-up qui avait déjà des coopérations avec le groupe, donc on la connaissait déjà, qui était spécialiste de l'IoT et donc qui savait totalement comment maintenir un tel produit en conditions opérationnelles dans la durée. Et donc on a fait un contrat de co-développement avec eux. Et aujourd'hui, c'est eux qui, on a évidemment réglé tous les sujets de propriété intellectuelle, etc. Mais ils développent la solution et on a pu aussi du coup travailler avec eux pour avoir des marchés hors groupe EDF, puisque le secteur de l'armée, le secteur de la chimie se sont intéressés aussi à ce produit. Et donc voilà, c'est aussi aujourd'hui une entreprise dans laquelle on a une petite participation, forcément, mais qui peut trouver aussi son marché externe. Donc on a failli échouer parce qu'on n'avait pas anticipé suffisamment cette question de comment on fait pour maintenir le produit dans la durée. Voilà, témoignage. Complétez bien, merci pour la parole. D'autres mains levées. Bonjour, merci. Jean-Pierre Triquet, directeur du Digital Lab à ArcelorMittal France. Peut-être un retour d'expérience, puisqu'on accompagne à peu près une quinzaine de startups chaque année qui travaillent sur ces enjeux-là. Je pense qu'un des éléments clés, ils sont multiples. Et vous l'avez souligné dans vos différents propos, mais c'est surtout une démarche intégrée qu'il faut. La première des choses, c'est comment on nourrit le top management sur l'importance de conduire de l'innovation, sur ce qui se passe ailleurs. Donc c'est un gros travail de bench et d'alimentation pour que le top management et les équipes de top management travaillent sur une ouverture d'esprit et derrière sur leur roadmap. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à passer l'étape d'après, c'est-à-dire que les besoins ils apparaissent sur des enjeux de performance. Et l'innovation, autour de ces enjeux de performance, on a besoin de l'accompagner et de la porter, de la piloter. C'est ce qu'on fait nous au sein des labs, c'est une de nos missions. Alors on a la chance d'avoir une direction de la transformation digitale qui a fusionné l'ensemble des composantes de ce qui touche à la transfo digitale. Donc ça c'est un luxe, je dis, quand on a ça. Et d'avoir un directeur de la transformation digitale qui est CDO et qui est dans l'ingénierie collective et qui porte ces enjeux-là de manière très forte avec le CEO du groupe en France. Donc la deuxième brique, c'est l'accompagnement. Alors l'accompagnement, ça veut dire quoi? Ce que vous avez dit. Comment on définit, on qualifie le besoin avec le métier et les équipes qui vont conduire à la transformation digitale. Une fois qu'on a fait ça, c'est comment on trouve les bons partenaires pour travailler sur l'innovation
Et c'est pas juste aller puiser dans un catalogue, c'est à un moment donné développer des méthodes de travail particulières pour vérifier un certain nombre de critères. D'abord que notre cahier des attendus il est suffisamment fin. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'enrichir encore? Est-ce qu'on n'a pas besoin de tester au fur et à mesure du processus si les candidats qu'on a en face de nous sont suffisamment agiles pour nous accompagner sur des vrais sujets d'innovation? Ensuite, on a derrière cette brique-là les méthodes de travail, parce qu'il y a des méthodes particulières dans un travail entre, et vous l'avez dit très justement, entre un grand donneur d'ordre industriel qui a ses process qui sont rodés avec des ingénieurs qui ont leur étude de travail et de fonctionnement, et puis une ETI ou une PMI innovante ou une start-up qui elle est là pour vous dire bah, je peux faire. Et si on n'y veille pas, si on ne met pas les garde-fous sur la manière de créer la médiation entre les deux univers, on va dans le mur. Et après derrière, il y a tous les enjeux autour du change. Si c'est pas pensé d'entrée de jeu, si on n'a pas une vision 360 du projet dès le démarrage, avec un vrai projet, enfin une vraie démarche de lancement de projet qui implique tout le monde, ben on se plante. Et après, il faut se poser la question du service après-vente, c'est-à-dire le passage du POC à l'industrialisation. Il implique aussi des méthodes d'accompagnement complémentaires. Comment on fait en sorte qu'une plus petite entité elle soit en capacité de répondre à un déploiement industriel sur l'ensemble de vos sites, quand elle n'est pas taillée pour ça. Donc comment on l'aide à monter en compétences, et parfois comment on l'aide à trouver les sources de financement pour monter en compétences à travers des fonds d'investissement. Donc je pense que si on veut réussir, il y a un enjeu, hein, c'est comment on travaille toute la chaîne et comment on fait en sorte, quand on porte ces questions-là dans une organisation, d'aller taper tous les échelons de la chaîne. Si on ne le fait pas, ben, on a un peu plus de risque d'échec que si on arrive à développer l'ensemble du maillage, quoi. Voilà, merci beaucoup. En fait, c'est une approche systémique de l'innovation, si on peut conclure en beauté cette table ronde. Mais avant de vous laisser, on aimerait bien vous demander aussi de nous répondre voilà, via le Slido. Pour vous, un obstacle principal pour le passage à l'échelle, et après on aura un accélérateur. Parce qu'on aimerait bien, oui, il faut juste flasher le QR code. Comme ça nous permet aussi d'enrichir nos travaux. J'attends plusieurs réponses. Une. Conduit du changement, effectivement, ça revient. Voilà, ok. Infrastructure, je suppose que c'est le lien avec la difficulté technique d'intégration voilà, dans le SI actuel. Sponsoring, adoption. Ok, bah, merci beaucoup. Bah, effectivement, on retrouve les éléments qu'on a partagés, sponsoring, conduite du changement, adoption et les difficultés d'intégration interne. Et maintenant, en accélérateur, même chose, vous voulez bien, en effet, un accélérateur pour passer une innovation à l'échelle. Bon, en toute logique, on devrait retrouver les mêmes, alors on va voir si on trouve d'autres éléments qu'on n'aurait pas abordés. C'était intéressant le Not Invented Here aussi. Elle est ici. Juste une petite anecdote au sujet du Not Invented Here. Chez Framato, on a décidé de mettre en place une organisation dédiée pour apporter des méthodes, une manière de travailler différente à côté de ce qui se fait habituellement. Et on a décidé de l'appeler le Nuclear Innovation Hub. Vous comprenez le clin d'œil par rapport à l'acronyme. Ok, ben écoutez, merci beaucoup, merci pour tous vos témoignages. Et
Vous allez pouvoir bénéficier effectivement du support si ça vous intéresse sur le site de l'IMA. Et donc à bientôt pour échanger, pour continuer les échanges éventuellement autour du déjeuner. Merci. Merci. Merci beaucoup.